Depuis des semaines, l'Ukraine cible les raffineries de pétrole russes, avec des drones longue portée. Frappe après frappe, cela a provoqué l'arrêt de 20% de la capacité de raffinage russe. Mais ne croyez pas que l'Ukraine vise seulement le pétrole en négligeant d'autres cibles, elle frappe aussi les gazoducs. Le 8 septembre, l'Ukraine a frappé fort avec 3 attaques contre les gazoducs russes. La série de victoires de l'Ukraine se poursuit alors que l'artère de guerre de la Russie est coupée par les dernières frappes. Le 9 septembre, le Kiev Post a rapporté qu'une série d'explosions avait secoué Penza, une ville russe à 625 km au sud-est de Moscou. La veille, une source anonyme des services de renseignement ukrainiens a déclaré aux médias que 4 de ces explosions avaient eu lieu dans le district Zelezhnodorozhny de Penza, qui se trouve justement abriter 2 conduites principales de gaz capables de transporter l'équivalent de jusqu'à 2 millions de barils de gaz par jour. La plupart de ce gaz part à l'étranger, car Poutine s'en sert pour financer l'invasion de l'Ukraine. L'Ukraine a aussi visé 2 petits pipelines à Penza, en plus de détruire les 2 grands, qui acheminent du gaz aux utilisateurs locaux. Nous voyons donc ici une frappe de 101. L'Ukraine a détruit des pipelines que la Russie utilise pour exporter son gaz, tout en détruisant ceux qui permettent de chauffer les habitations des citoyens de Penza. Cette frappe survient alors que l'automne arrive et que les températures baissent. L'Ukraine sait que la demande de gaz russe va bientôt augmenter fortement. Elle fait tout pour empêcher Poutine de profiter d'une des ressources les plus précieuses de son pays. La Russie réagit toujours ainsi après les frappes réussies de l'Ukraine, refusant de reconnaître quoi que ce soit. Fait surprenant. La Russie n'a pas invoqué son excuse habituelle des débris de drones pour expliquer les explosions entendues à Penza, le 8 septembre. Cela suggère que les explosions étaient si fortes que même la Russie savait que son excuse habituelle des débris ne serait pas crue. Les autorités locales de Penza ont proposé une explication tout aussi absurde aux fortes détonations entendues par les habitants. Il ne s'agissait que d'exercices prévus. Le Kiev Post rapporte que les médias locaux de Penza ont réagi en quelques heures après la frappe ukrainienne, disant aux habitants de la ville de ne s'inquiéter de rien. Les médias ont affirmé aux habitants de Penza que les gazoducs n'avaient pas pris feu à cause de drones ukrainiens. Ils ont entendu des exercices prévus avec les services d'urgence et de sécurité. Restez calme, ignorez ce que vous entendez, et surtout ne tenez pas compte des vidéos ou rapports sur les réseaux sociaux. Exercice prévu. Selon le Kiev indépendant, les explosions entendues télé Penza ont eu lieu vers 4h du matin. La Russie souhaite faire croire à sa population qu'elle a organisé un exercice avec ses services d'urgence et de sécurité. Un exercice marqué par de fortes explosions tôt le matin. Quelle était l'hypothèse la plus probable ? Un exercice planifié, ou selon une source du renseignement au Kiev indépendant, une frappe contre des gazoducs alimentant des installations militaires engagées dans la guerre contre l'Ukraine. La Russie aurait peut-être pu garder un semblant de crédibilité avec sa piètre excuse si l'Ukraine n'avait pas aussi frappé d'autres gazoducs le 8 septembre, 3 heures avant Penza. Des drones ukrainiens ont visé un gazoduc dans la région de Saratov, selon le Kiev Post. Cette fois, l'Ukraine a frappé l'oléoduc Kourbichev-Lysychansk, qui est un conduit pétrolier ayant une capacité annuelle de 82 millions de tonnes. Il sert à alimenter les forces d'occupation russes. En Ukraine, la Russie a tenté de justifier l'attaque par des exercices prévus. Personne n'y croit vraiment, même en Russie, non. Le Kiev indépendant rapporte que des restrictions de vol temporaires ont été imposées à l'aéroport de Saratov à cause du risque d'attaque de drones le 9 septembre. C'est une réaction étrange face à ce qui est apparemment un exercice planifié. La Russie veut apparemment que les gens le croient. Cela a fermé tout un aéroport, ce qui a potentiellement coûté des milliers, voire des millions de dollars aux compagnies aériennes dans le processus. Elle pourrait aussi organiser un exercice, où les services d'urgence interviendraient lors d'une explosion sur un oléoduc vital. Rien de tout cela ne paraît probable. L'Ukraine a récemment de nouveau frappé l'infrastructure énergétique russe, probablement avec des drones longue portée. Les défenses comme aux aériennes de la Russie n'ont pas été activées, ou n'étaient tout simplement pas présentes sur les sites que l'Ukraine a frappés. Et les services d'urgence qui participent à des exercices prévus luttent en réalité désespérément contre les incendies provoqués par la puissante attaque de l'Ukraine. Ce n'est pas la première fois qu'un incident similaire touche les gazoducs et oléoducs russes, ce mois-ci. Le 13 août, l'Ukraine a de nouveau visé le réseau de pipeline russe, lançant une attaque de drones kamikazes contre l'oléoduc Droujba. Les drones ukrainiens ont frappé la région russe de Bryansk, à seulement 40 km de l'Ukraine, sans parcourir une longue distance.
Cette frappe a provoqué un incendie massif et perturbé le pipeline à la station de pompage d'Unetcha. La station est le principal centre du réseau d'oléoduc Druzhba, long de 9000 km. Le Kiev Post affirme qu'il n'est pas nécessaire d'être un génie pour comprendre pourquoi l'Ukraine a ciblé la station d'Unetcha. Si vous détruisez la station de pompage, vous arrêtez tout. Le pétrole de Druzhba ne peut plus circuler vers l'Ukraine, où il pourrait être utilisé par les soldats russes pour soutenir leurs assauts mécanisés. Avançons au 26 août, l'Ukraine recommençait. Des drones ukrainiens ont incendié l'oléoduc Ryazan-Moscou, selon le Kiev indépendant. Cet oléoduc achemine des produits type pétrolier posés à Moscou, même si la société qui le gère fournit aussi du carburant à l'armée russe. Au minimum, la frappe ukrainienne a privé les stations-service de Moscou de leurs produits, ce qui signifie que certains habitants de Moscou n'ont pas pu se procurer d'essence. Si la frappe du 26 août a aussi empêché l'arrivée du carburant au front, c'était un bonus appréciable. 3 frappes en moins d'un mois, visant à chaque fois un oléoduc ou un gazoduc alimentant citoyens russes, armés et clients internationaux. Nous faisons face à un schéma d'attaque délibéré que la Russie nie systématiquement. Cela montre que l'Ukraine a plus de moyens pour nuire à la Russie que de simplement infliger des pertes dépassant 10 millions. Et sur le champ de bataille, l'Ukraine frappe la Russie au portefeuille. Elle enlève à Poutine son levier d'influence. Et avec ces frappes, l'Ukraine a ramené la guerre au peuple russe d'une manière intelligente. Cela n'entraîne aucune victime civile, mais crée assez d'inconfort en Russie pour exercer une pression sur Poutine. L'Ukraine vise à empêcher la Russie de vendre son pétrole et gaz en frappant les oléoducs pour un impact financier. La logique est simple. La Russie ne peut pas générer de revenus si elle n'a pas de produits à vendre. Les oléoducs rendent le pétrole et le gaz russe commercialisables, parce qu'ils permettent leur transport à travers le monde, que ce soit directement vers les pays clients, ou vers les ports d'où la Russie envoie ses navires. De sa flotte fantôme de combustibles fossiles à ses acheteurs, couper les liens fait tout s'effondrer. Russia Dry Energy Newsbeat souligne dans un rapport sur les frappes ukrainiennes contre les oléoducs, le 8 septembre, que les exportations russes baissent depuis l'invasion de l'Ukraine par Vladimir Poutine. La baisse des revenus entre 2021 et 2025 s'élève à près de 47 milliards de dollars, affirme le média, avec une chute de la demande européenne de 14% à elle seule. Peu importe où l'on regarde, le tableau que l'on dresse des secteurs pétroliers et gaziers russes n'est pas reluisant. En février, l'Institut d'Oxford pour les études énergétiques a souligné que l'industrie pétrolière et gazière de la Russie représente environ 30% des recettes du budget fédéral du pays. Une grande partie de cet argent étant injecté dans l'armée. Le pétrole est plus important que le gaz dans ce contexte. 85% de l'argent du budget généré par la Russie provenant des taxes sur les produits pétroliers, contre 15% provenant des taxes sur le gaz. Néanmoins, ces deux produits sont censés former une combinaison puissante qui rapporte des milliards de dollars chaque année au trésor de guerre de la Russie. En 2024, les industries pétrolières et gazières restent prospères pour la Russie. Selon l'Institut d'Oxford pour les études énergétiques, le pétrole et le gaz ont rapporté 111 000 milliards de roubles, environ 1203 milliards de dollars, à la Russie. Les revenus étaient les deuxièmes, plus élevés en 7 ans, selon l'Institut, indiquant que les sanctions sur ces produits étaient inefficaces et que la flotte fantôme russe avait intensifié ses efforts pour livrer son pétrole et gaz à ses clients. En 2025, la situation a changé pour la Russie. Les revenus du pétrole et du gaz ont chuté toute l'année. Le Moscow Times a indiqué que les revenus pétroliers et gaziers russes ont baissé de 17% en mars 2025 par rapport à mars 2024. Cette baisse de 17% a entraîné une diminution de 27 milliards de dollars des recettes fiscales pour le gouvernement russe, alors qu'une combinaison de sanctions, de remises forcées sur le pétrole et de l'effondrement du rouble a durement frappé la Russie. Quelques mois plus tard, la situation ne s'était pas améliorée pour la Russie. Le 5 août, le Moscow Times a indiqué que les revenus du pétrole et du gaz avaient diminué pour le 3e mois d'affilée, soit en mai, juin et juillet. Le ministère des Finances russe attribue ces problèmes à la baisse du prix du pétrole et au renforcement du rouble. Au total, en juillet, le gouvernement russe a perçu 984 milliards de dollars de taxes, ce qui représente une baisse de 28% par rapport au même mois en 2024. Les recettes du gaz ont chuté de 53% en un an, alors que Gazprom a enregistré son plus faible volume d'exportation vers l'Europe depuis les années 1970.
Ces baisses constantes des recettes ont même forcé le ministère russe des Finances à ajuster ses prévisions de revenus pour 2025. Avant le début de l'année, le ministère prévoyait que la Russie recevrait 13 675 milliards de dollars de recettes pétrolières et gazières. Le chiffre prévu est maintenant de 104 milliards de dollars, soit 25% de moins que l'estimation initiale. Dans ce contexte instable, les frappes ukrainiennes sur les oléoducs interviennent. Certains oléoducs transportent le pétrole et le gaz vendus par la Russie, ce qui en fait des cibles évidentes pour l'Ukraine. La Russie était déjà loin de ses prévisions de revenus pétroliers et gaziers. Détruire des oléoducs la prive d'approvisionnement quand elle doit vendre un maximum. Une partie du pétrole et du gaz a brûlé lors des frappes du 8 septembre et des précédentes. Pire encore, les dégâts causés aux oléoducs russes doivent être réparés, ce qui coûte de l'argent et du temps que la Russie ne peut pas se permettre de dépenser lorsqu'elle doit vendre plus de pétrole et de gaz. Tout dépend de couper le flux d'argent. Les signes de tension économique en Russie apparaissent déjà. En septembre 2025, l'économie russe reste résiliente mais montre des tensions. Le produit intérieur brut a progressé de 11% au T2, 2025 contre 40% au T2 2024. Depuis le début de l'année, la croissance est estimée à 12% en mai avec des prévisions annuelles abaissées à 15% au lieu de 25% à cause des taux d'intérêt élevés. Energy Newsbeat indique que l'économie russe continue de croître, mais à un rythme bien plus lent qu'en 2024. Avec des frappes comme celle que l'Ukraine vient de réaliser, la pression s'accumule lentement. La croissance ne peut pas avoir lieu lorsque les pipelines qui transportent deux de vos produits les plus importants sont endommagés toutes les 2 semaines. Il est clair que l'Ukraine touche la Russie financièrement, en attaquant oléoducs et gazoducs. Mais elle fait aussi autre chose d'important. Elle retire à la Russie l'un de ses principaux outils de coercition. En août 2024, la revue Energy Policy a publié un article de Martine Lariche dans lequel elle a souligné que la Russie a tenté en vain d'utiliser le gaz fourni à l'Union européenne comme arme. Poutine pensait que l'Europe serait contrainte de dépendre du gaz russe sur le long terme, peu importe le nombre de sanctions imposées par l'Union européenne contre la Russie et ses entreprises énergétiques. Utiliser le gaz comme arme donnerait à Poutine un levier pour menacer de couper l'approvisionnement de l'Union européenne si celle-ci soutient trop l'Ukraine. Mais l'Union européenne a empêché cela en se détournant rapidement du gaz russe après l'invasion de l'Ukraine par Poutine. La Russie se retrouve sans levier, incapable de créer de nouveaux marchés. Elle n'a pas d'alternative à l'Union européenne et à la Chine en ce qui concerne les exportations de gaz par pipeline, et des options très limitées pour développer ses exportations de gaz naturel liquéfié en raison de son manque de technologie nécessaire pour construire de nouveaux terminaux gaz naturel liquéfié ou étendre ceux existants, écrit Lurich. Dans son article, The Guardian a exploré ce concept d'arme énergétique, qu'il appelle chantage au gaz, encore plus tôt que Lurich. En juillet 2022, Alex Lawson, correspondant énergie, a noté que Prom avait interrompu le gazoduc Nord Stream 1 vers l'Europe, évoquant des travaux de maintenance. La coupure est survenue, alors que le gazoduc tournait déjà à moins de 40% de capacité. Des doutes existaient sur la réouverture du gaz par la Russie, ce qu'espérait Vladimir Poutine comme moyen de pression. En actionnant des interrupteurs, la Russie peut couper l'Europe, utilisant gaz et pétrole comme armes. Cette décision a même poussé Ben Van Beurden, qui était le président directeur général de Shell à l'époque, à déclarer que Vladimir Poutine est capable et prêt à utiliser les approvisionnements comme une arme. Bien sûr, la Russie se tirait une balle dans le pied, avec ses premières coupures de gaz. Comme nous l'avons déjà établi, le Kremlin a besoin que le plus d'argent possible alimente son trésor de guerre. Notez que la Russie prenait ses mesures en juillet 2022. À l'époque, Poutine devait se sentir confiant que la guerre en Ukraine serait terminée assez rapidement, même s'il n'avait pas réussi à prendre l'Ukraine dans les quelques jours qu'il avait initialement prévus. 3 ans et demi après, la guerre en Ukraine continue. Poutine ne peut plus utiliser le gaz comme arme. L'Union européenne s'est davantage éloignée du gaz russe qu'auparavant. En juin, la Commission européenne a proposé une loi pour cesser progressivement les importations de gaz et pétrole russe d'ici fin 2027. Si l'Union européenne va au bout, Vladimir Poutine perdra ses ventes aux pays européens. Cependant, l'Union européenne ne peut guère empêcher la Russie de vendre son pétrole et gaz à d'autres pays comme la Chine. Et c'est là que les frappes ukrainiennes contre les pipelines entrent en jeu. Si l'Union européenne se passe totalement du pétrole et du gaz russe d'ici 2027, elle aura fait le maximum dans ce domaine. Si les frappes ukrainiennes sur les pipelines continuent, la Russie ne pourra plus vendre ses ressources aux rares pays encore acheteurs.
Poutine a voulu utiliser le pétrole et le gaz russe comme armes, mais l'Ukraine a inversé sa stratégie. L'Ukraine saisit maintenant chaque occasion pour rendre la Russie un fournisseur peu fiable. Des pays comme la Chine continueront d'acheter du pétrole et du gaz à la Russie. Cela pourrait frustrer les clients de la Russie et l'obliger à vendre à prix réduit. Ce qui nous ramène directement au problème de revenus que nous avons mentionné plus tôt. Levier, quel levier ? La Russie en a à peine, grâce à une combinaison des frappes en profondeur de l'Ukraine et au fait que l'Union européenne n'a pas cédé à la militarisation de l'énergie par la Russie. L'abondance de gaz et de pétrole diminue à cause des frappes ukrainiennes sur les oléoducs et les raffineries russes. Et cela nous amène à un autre problème majeur que l'Ukraine cause avec ce type de frappe. Vous vous souvenez peut-être que nous avons mentionné comment l'Ukraine a ciblé des oléoducs domestiques à Babetebska à Penza, ainsi que des oléoducs qui desservent les clients internationaux de la Russie. Il y a une raison derrière cette approche. En plus de priver la Russie de son levier énergétique à l'étranger, et de priver le pays de revenus indispensables, l'Ukraine veut exercer autant de pression que possible sur Poutine à l'intérieur du pays. Cette approche porte ses fruits. Nous avons évoqué les pénuries de carburant en Russie, et notre vidéo explique leur impact. La Russie s'immobilise, les sanctions aériennes de l'Ukraine fonctionnent. Cependant, l'impact des frappes ukrainiennes sur les oléoducs en Russie passe souvent inaperçu. Le 4 septembre, le Kiev indépendant a rapporté que Poutine a reconnu une pénurie de gaz en Russie lors du Forum économique de l'Est à Vladivostok. Poutine indique que des signes de pénurie sont déjà visibles en Extrême-Orient russe, où la demande a cru. Il n'a donné aucune raison à ces pénuries, ce qui était pourtant évident. Les frappes ukrainiennes sur le gaz et le pétrole russe privent la Russie de ressources suffisantes pour répondre à la demande intérieure. Curieusement, selon le ministère russe de l'énergie, ces pénuries ne devraient pas exister. Il affirme que la Russie possède 634 000 milliards de mètres cubes de gaz, suffisant pour 50 à 100 ans selon les sources. Mais cela ne veut pas dire grand-chose si ces réserves ne sont pas accessibles, ou si les gazoducs conçus pour acheminer le gaz à travers la Russie sont en train d'être détruits. En réalité, la Russie manque de gaz et de pétrole pour tous. Et cela, combiné à d'autres problèmes, cause des difficultés dans les nombreuses villes du pays. Le journaliste russe exilé Andrei Soldatov a déclaré cela sur Channel 4 au Royaume-Uni à propos du climat actuel en Russie. Un sentiment de dépression règne actuellement dans de nombreuses villes russes. Les gens sont épuisés par la guerre, et d'après Soldatov, les attaques de drones influencent fortement leur discours à ce sujet. Le journaliste exilé dit aussi que les Russes pouvaient ignorer la guerre que Poutine avait commencée avant l'arrivée des drones à longue portée. Ces drones détruisent désormais les infrastructures énergétiques et causent des problèmes dans les villes russes. Des pompes à essence au système de chauffage domestique. Tout cela génère ce sentiment de dépression évoqué par Soldatov. Combien de temps faudra-t-il avant que la dépression ne se transforme en colère contre Poutine ? Il est impossible de répondre à cette question, mais l'Ukraine continuera de mettre la pression. Après tout, plus les civils russes, ainsi que les soldats, ressentent les conséquences de la guerre chez eux, plus ils seront susceptibles de faire pression pour qu'elle cesse. D'ici là, les soldats russes resteront les principales victimes des frappes ukrainiennes sur les oléoducs et gazoducs. Ce sont eux qui se battent pour une armée qui manque progressivement de fonds pour leur fournir ce dont ils ont besoin pour leurs assauts. Les soldats russes devront continuer à se battre, tandis que la perte d'influence énergétique de Poutine permettra à l'Ukraine d'avancer. Nous avons signalé aujourd'hui des frappes sur des gazoducs et oléoducs survenus le 8 septembre. Nous rapporterons probablement quelque chose de très similaire dans quelques semaines. Alors que l'Ukraine avance, la Russie doit aussi craindre les frappes ukrainiennes sur son territoire, ce qui inverse la dynamique du conflit. Le missile Hell de l'Ukraine est opérationnel, et l'Ukraine l'utilise déjà pour décapiter les quartiers généraux russes un par un. Découvrez-en plus dans notre vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show, pour plus de reportages sur les dernières frappes en profondeur de l'Ukraine contre le secteur énergétique russe. Et merci comme toujours de regarder.